Je crois que le monde arabe en a assez du Hamas. Depuis le début, le monde arabe ne voulait pas de cette guerre. C'est Yahya Sinwar qui avait cru que lui commencerait une guerre contre Israël qui ne se terminerait pas par une guerre entre Israël et Gaza, mais qui s'étendrait au Liban, à la Syrie, à l'Iran. D'une certaine façon, il a eu raison, mais pas de la façon dont il pensait. C'est vrai que la guerre s'est étendue. C'est vrai qu'Israël a été attaqué. Mais il ne s'imaginait pas que ça se terminerait par une victoire éclatante d'Israël. Début de semaine, on disait que le vendredi 10 octobre serait une date butoir pour cet accord parce qu'il y avait le prix Nobel de la paix à la clé. Alors on ne sait pas si effectivement Donald Trump va recevoir le prix Nobel, mais en tout cas, il est parvenu à obtenir ce qu'il voulait. Et je pose la question directement à Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous pose cette question. Est-ce que cet accord, il a été conclu uniquement parce que Donald Trump avait décidé qu'il serait conclu avant le 10 octobre ? Non, ça serait trop dire. Évidemment, on a pris en considération le 10 octobre. C'est évident, Donald Trump était intéressé. Mais vous savez, je crois que plus que le prix Nobel de la paix, c'est l'entrée dans l'histoire de Donald Trump qui est importante. Parce que on ne sait jamais qui va recevoir le prix Nobel de la paix et pourquoi. Vous vous rappelez bien que le président Obama avait reçu le prix Nobel pour la paix parce qu'il est allé au Caire, il a fait un discours. Oui. Donc, vous ne savez pas qui sied dans ces comités, des tas de gens du monde entier qui ont des vues différentes des choses. Moi, je ne parierai pas sur le prix Nobel de la paix et c'est pas important. Oui. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que Trump a réussi à faire un accord. Il faut le dire. Il faut le dire. Ça, c'est l'accord de Trump. Il a pris tout le monde par la nuque. Il n'a pas laissé bouger d'un certain dessein qu'il a fait. Et il a obligé tout le monde, juifs, musulmans, arabes, Hamas, tout le monde, à suivre un plan. Un plan qui est acceptable pour tout le monde. Il faut bien le dire. C'est pas un plan, par exemple, pour lequel l'Israël a dû se faire violer. Non, c'est un plan acceptable pour Israël. Après 2 ans de guerre, après 2 ans de souffrance pour les otages, eh bien, voilà, nous arrivons au moment de la grande libération et c'est extrêmement important, pas seulement pour la famille des otages, pour le moral du pays, pour le bien-être du pays. Et nous arrivons dans une position de force, il faut bien le dire. Parce que cet accord prévoit aussi dans la seconde phase, pas maintenant, dans la seconde phase, la cessation du contrôle de Gaza par le Hamas. C'est en fin de compte la démilitarisation, le désarmement du Hamas. Vous êtes convaincu, vous êtes convaincu, Avi, que le fait que le monde arabo-musulman ait validé cet accord, c'est d'une certaine manière une preuve du fait que le Hamas, que cet accord sonne le glas de la gouvernance du Hamas dans la bande de Gaza, c'est incontournable? Je crois que le monde arabe en a assez du Hamas. Depuis le début, le monde arabe ne voulait pas de cette guerre. Et c'est le Hamas c'est Yahya Sinwar qui avait cru que lui commencerait une guerre contre Israël qui ne se terminerait pas par une guerre entre Israël et Gaza, mais qui s'étendrait au Liban, à la Syrie, à l'Iran. D'une certaine façon, il a eu raison, mais pas de la façon dont il pensait. C'est vrai que la guerre s'est étendue. C'est vrai qu'Israël a été attaqué, mais il ne s'imaginait pas que ça se terminerait par une victoire éclatante d'Israël au Liban, avec la liquidation de Nasrallah, en Syrie, avec le départ de Assad de Syrie,
et notre attaque en Iran, que personne n'attendait. Donc, oui, le Hamas a entraîné tout le Moyen-Orient. Le Hamas a entraîné, pendant 2 ans, le Moyen-Orient était à feu et à sang à cause du Hamas. Et les pays arabes en ont assez du Hamas. Et vous allez voir que dans la deuxième phase, bien sûr, le Hamas va essayer de faire tout son possible pour éviter cela, mais c'est inévitable. Il va perdre son contrôle sur Gaza. Je ne sais pas encore, Daniel, quels seront les détours du nouvel accord sur Gaza. Ça peut prendre plus de temps. Alors, je voudrais... Une chose est certaine, le Hamas ne contrôlera plus Gaza. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur la victoire totale qui était si chère à Binyamin Netanyahou. Vous pensez que cet accord, il est le reflet de ce que Binyamin Netanyahou espérait comme étant une victoire totale? D'abord, la libération des otages qui est quelque part presque inattendu, le fait que l'on ait pu envisager la libération de tous les otages d'un seul coup, personne n'y croyait vraiment, et c'est en train apparemment de se concrétiser. Mais pour le reste, est-ce que ça ressemble à une victoire totale? Mon cher Daniel, je n'ai jamais aimé cette terminologie de victoire totale. Victoire totale, c'est par exemple la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale des Alliés sur l'Allemagne nazie et sur le Japon. C'est ça la victoire totale. Personne n'envisageait une victoire comme ça. Netanyahou a mal choisi ses mots. Mais il y a ici une victoire d'Israël, bien sûr. Après 2 ans d'une épreuve très dure, Israël a vaincu, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Premièrement, nous recevons tous les otages vivants d'un coup. Et deuxièmement, ce qui est encore plus important, c'est que dans le futur, nous ne nous trouverons plus face à face avec le Hamas à Gaza. Alors encore une fois, je vous le dis, Daniel, je ne sais pas quel tour prendront ou quelle couleur prendront le gouvernement qu'il y aura à Gaza. C'est très très compliqué. Qui participera? Est-ce que les Palestiniens, pas l'autorité palestinienne, mais peut-être des proches de l'autorité palestinienne? Enfin, c'est très très compliqué. Une chose est certaine, il n'y aura plus de Hamas. Cette organisation meurtrière a été vaincue. Ça, oui, on peut le dire. Même si moi, je n'aime pas parler de victoire totale, nous avons vaincu le Hamas. Ça, oui. Olivier? Alors, Avi Bokertov, une question aussi qui concerne plus ce qu'on a vu cette nuit, ces accolades entre les négociateurs israéliens et qataris après la conclusion de l'accord. Est-ce que vous pensez qu'on assiste à une nouvelle ère, justement, par rapport au Qatar, ou qu'il faut rester quand même méfiant par rapport à ce pays? Oui, il ne faut pas nous laisser entraîner par une euphorie, parce qu'on a vu des images, bien sûr. On se donne l'accolade quand on a réussi un accord pareil qu'on a négocié pendant 2 ans, tout le monde est heureux, on se donne l'accolade. Mais le Qatar reste Qatar. C'est un pays qui a des ambitions et qui se sert de son argent pour discréditer Israël dans le monde. C'est un pays qui continue d'abriter des terroristes. Maintenant, Israël est beaucoup plus limité dans ses possibilités d'action contre le Qatar après la signature de l'accord entre l'Amérique et le Qatar. Mais il ne faut pas se faire de doute, ni sur le Qatar, ni sur la Turquie. Ce sont 2 États qui ont pour base idéologique l'idéologie des frères musulmans. Et ce sont des pays avec lesquels peut-être aurons-nous des relations, peut-être pourrons-nous rétablir une sorte de relation avec la Turquie. Peut-être continueront des relations avec le Qatar. Mais il faut bien le savoir, ce ne sont pas des pays amis. Ce ne sont pas des pays avec lesquels vous pouvez penser à faire des stratégies à long terme.
vous pouvez travailler comme on l'a fait maintenant pour arriver à un accord, ce qui est bien, mais moi, je ne ferai pas confiance ni au Qatar, ni à la Turquie. Une dernière question à vie, je reviens à la diplomatie à la mode Trump. Est-ce que vous pensez que cette manière d'agir du président américain risque de bouleverser quelque peu on va dire les conduites diplomatiques telles que on s'était habitué à les voir, la diplomatie traditionnelle? Est-ce que Donald Trump il est en train de la bouleverser totalement? Non. C'est une diplomatie que seulement Trump peut faire. C'est une diplomatie que seulement un homme dont tout le monde a peur des réactions si on ne dit pas oui peut faire. Biden, il avait eu des idées similaires. Mais Biden, on pouvait lui dire non. On pouvait lui dire on n'a pas envie. On pouvait lui dire c'est trop tôt. Avec Trump, vous ne pouvez pas lui dire. Et ça, je crois que Bibi, qui est quand même un maître mondial de la diplomatie, a compris. Mieux vaut se mettre d'accord avec Trump, même si vous n'arrivez pas à 100% de vos objectifs, vous n'arrivez qu'à 90% de vos objectifs. Vous vous mettez d'accord avec Trump, vous avez Trump de votre côté. Parce qu'avoir Trump contre vous, ça fait mal, très très mal. Donc, je crois que c'est spécifiquement diplomatie Trump. Ça ne sera pas vu dans le futur. Après Trump, ça n'existera plus. Mais c'est bien qu'en ce moment historique, Trump était là pour forger cet accord. Eh bien, on va rester là sur ces mots effectivement extrêmement importants. Donc, pas de changement dans la diplomatie, mais véritablement les résultats d'une diplomatie à la mode de Donald Trump qui donc aboutissent à cet accord qui a été annoncé cette nuit. Merci beaucoup à Avi Pazner d'avoir été avec nous. Moadim les Simcha, bonne fête de Sukkot et amplifiée par la joie. Voilà. Mazal Tov pour cet accord. Voilà. Peut-être une petite, avant de terminer, Daniel, une réaction importante, celle de la famille Goldin, puisqu'on sait que aussi le corps de Hadar Goldin doit être, en tout cas, retourné dans cet accord. Et la famille Goldin qui reste quand même très méfiante ce matin, puisqu'elle a déclaré « Cette guerre est née il y a 11 ans lorsque la décision a été prise de laisser des otages derrière à Gaza. Nous appelons le gouvernement israélien à envoyer des équipes de recherche et à ramener tout le monde avant que le Hamas ne reçoive la moindre contrepartie. » Une réaction effectivement extrêmement importante et nous terminons ainsi cette heure d'actualité, cette édition spéciale sur Radio Kalita à l'occasion de l'annonce de l'accord permettant la libération de tous les otages israéliens, les otages vivants, 20 otages vivants et 28 otages qui ont été assassinés par le Hamas. On espère les voir revenir à la maison, probablement dimanche. Peut-être voir aussi également le président américain Donald Trump arriver ici à Jérusalem. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute ce matin pour cette édition spéciale à l'occasion donc de cet accord et également dans le cadre de la fête de Sukkot qui est la fête de la joie. On ne pourra jamais assez dire que, bien entendu, l'État d'Israël aujourd'hui, les Israéliens sont heureux de savoir que les otages vont pouvoir enfin être libérés 2 ans et 2 jours après le début de la guerre, après les massacres du 7 octobre. Merci beaucoup Olivier d'être venu ce matin dans notre studio. Merci beaucoup à Jonathan Eshkol à la technique ce matin pour gérer cette édition spéciale. On se retrouve demain avec vous Olivier pour une nouvelle heure d'actualité sur Radio Kalita. Moadim les Simcha, bonne fête de Sukkot et que des bonnes choses pour l'État d'Israël. Merci.